Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du circuit-officiel.be dans laquelle, une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir vous communiquer pas mal de bonnes nouvelles. Voilà qui va nous rafraîchir quelque peu et nous en avions tous bien besoin. Ah, ça va me soulager de le dire. Un premier point me fait un plaisir énorme. C'est d'avoir constaté la défaite cuisante, la déroute totale, le ridicule profond de certains groupements zététiques qui, disons-le franchement, se sont complètement cassé la figure sur le sujet de l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult, pour lequel il avait décrété un peu vite que c'était game over. Suite à la démonstration éclatante de ce que cette étude scandaleuse, pseudo-scientifique, qui passait par l'OMS et de Lancet, avait été honteusement bidouillée, la fameuse méthodologie zététicienne s'est emmêlée les pinceaux dans ses propres principes, se faisant par la même occasion désavouer par un grand nombre de ses propres sympathisants. Voilà qui, à défaut d'y mettre un terme définitif, devrait freiner à l'avenir les propos souvent teintés d'arrogance, de suffisance et de prétention de ceux qui, justement, prétendent distiller la méthodologie correcte afin d'analyser une question pour en authentifier la validité et nous bombardent de mots savants dont ils croient avoir le monopole vu leur intelligence supérieure, comme si nous ignorions jusqu'à l'existence des biais cognitifs ou dissonances cognitives, des arguments d'autorité et autres principes d'heuristique et d'épistémologie. Wow. Merci donc d'avoir démontré que la zététique peut aussi s'avérer plus destructrice que constructive. Bon, cela dit, évidemment, personne n'est parfait et moi pas plus qu'un autre. Tout le monde a le droit à l'erreur. Sauf que les éthiciens ont la fâcheuse tendance à refuser ce droit aux autres et qu'en l'occurrence, s'ils sont bons joueurs, cette fois, ils devront bien faire leur mea culpa. Autre point extrêmement positif. Je pense que l'on peut à présent considérer comme établi, au vu de l'abondance de la documentation disponible allant dans ce sens, que la terrible pandémie mondiale de Covid-19 était bien une grosse imposture, un gros et vilain mensonge, une immense arnaque, une opération visant des desseins multiples et parfois d'une bassesse écœurante de la part d'une organisation criminelle, une association de malfaiteurs agissant avec préméditation et la complicité de personnalités hautement réputées, notamment pour leurs agissements prétendument philanthropiques et néanmoins intéressés, mais aussi assassins ou de personnalités fortunées évoluant dans un monde très glauque de pédophilie et de satanisme, un ensemble qui, hélas, a déjà fait trop de victimes, bien réelles celles-là, même si leur nombre a été scandaleusement gonflé, exagéré, falsifié. Le tout s'est déroulé avec la participation de puissants lobbies et de multinationales qui, dans le contexte que l'on sait, se sont fort peu souciés du sort de la population, quitte à provoquer au besoin un immense génocide. Forts de leur puissance financière, de leur influence et de leur notoriété, qui pour la circonstance devrait être considérablement remise en question, ces entités ont réussi à manipuler nos gouvernements et même nos milieux sanitaires, sans oublier une grande partie des instances médiatiques officielles, ou disons dominantes, en mettant tout en œuvre pour museler toute opposition et installer un climat de terreur, ou à tout le moins anxiogène, également néfaste à la population, et propre à réduire ses facultés de défense naturelle dans le but de conditionner cette même population et de la rendre docile
à toute autorité se prétendant ou se présentant comme salvatrice. C'est la raison pour laquelle je maintiens que nous avons fait, et faisons d'ailleurs encore toujours maintenant, l'objet d'un gigantesque test visant à mesurer notre propension à répondre favorablement aux injonctions qui nous sont formulées, même et surtout si ces dernières étaient profondément liberticides. Autrement dit, il était question de vérifier à quel point nous étions des moutons, ou pour certains des autruches, voire même des moutruches, c'est-à-dire une espèce de croisement entre les deux, qu'il pourrait donc continuer de manipuler et d'exploiter à outrance jusqu'à la dernière extrémité, même la pire des infamies. Et la bonne nouvelle, dans cette panoplie d'horreurs sans nom, c'est que leur plan a échoué. Oui, leur plan a échoué. L'opération coronavirus est un échec. Nous avons gagné. Mais attention, car nous avons gagné une bataille contre l'adversité, mais pas encore la guerre. Si nous avons gagné cette bataille, ce n'est certainement pas grâce aux moutons, ni aux autruches, et encore moins aux moutruches, mais bien grâce à une poignée de lanceurs d'alerte clairvoyants, dont les rangs, d'abord très clairsemés, se sont renforcés de jour en jour et se sont vus accompagnés de milliers de personnes qui, heureusement, ont vu plus loin que le bout de leur nez, ne se sont pas fiés aux médias mainstream, des milliers de personnes qui se sont réveillées et qui ont participé à cette difficile mission de tenter d'en réveiller d'autres afin de constituer une communauté de plus en plus efficace. Cette communauté a commencé à lancer des pétitions, à engager des avocats afin d'intenter des procès, en plus de jeter des vérités avérées à la face de leurs détracteurs qui avaient le toupet de lancer eux-mêmes des fake news. Je remercie tout particulièrement, très chaleureusement et du fond du cœur, toute cette communauté de sans-nom, de monsieur un peu tout le monde, de personnes lambda qui, avec leurs faibles moyens, ont su faire bloc et renverser la tendance. Grâce à toutes ces personnes, nous avons appris beaucoup de choses, et notamment les médias dont il convient à présent de s'éloigner ou de ne plus consulter que pour pouvoir mieux s'en moquer, et de mesurer à notre tour le temps qu'ils mettront avant de nous sortir leur premier mensonge. Accessoirement, cela nous permettra d'éviter l'abondance de leur publicité, ce que l'on pourrait comparer de manière figurée à leur sang et leur oxygène vital, c'est-à-dire précisément ce dont ils ont voulu nous priver. Accessoirement, nous savons aussi pour qui nous ne devons surtout pas voter, et à titre d'exemple, ceux-là même qui ont imposé en même temps un strict confinement, tout en invitant fortement à venir voter. Nous avons même appris, ou plutôt les choses se sont maintenant largement confirmées, que pour qui que ce soit que nous votions, cela ne changera pas grand-chose, parce que l'on mettra d'autres cons à la place des premiers, ou même des personnes réellement intelligentes, mais qui ne pourront que tomber dans les mêmes pièges, céder aux mêmes sirènes et répondre aux mêmes impératifs, en oubliant toutefois l'essentiel, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours en démocratie, ce qui signifie que c'est le peuple qui commande et personne d'autre. Ce n'est pas vous, premier ou première ministre, qui commandez. Ce ne sont pas non plus les industriels ni les multinationales. Ceux qui commandent en fin de compte, ce sont les petits comme nous. Parce que si petits et faibles soyons-nous, sans nous, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. À la suite d'un énième Conseil de sécurité nationale, certains se réjouissent, à juste titre bien sûr, de retrouver la quasi-totalité de leur liberté.
Il ne faudrait toutefois pas perdre de vue que ces libertés qui nous ont été restituées après confiscation abusive, car s'inscrivant dans le cadre d'une vaste manipulation mondiale, ne prendront cours qu'à la date prescrite et pas avant, alors que nous y avons toujours eu droit. J'en veux pour preuve tous ces pays qui n'ont pas subi de confinement, dont l'économie n'a pas été sabordée et dont la population a finalement moins souffert, tout en connaissant une proportion de décès inférieure aux nôtres. Cela me fait penser à ce pauvre continent africain, déjà soumis à rude épreuve, et pour de multiples raisons, et pour lequel, en raison de la pandémie de Covid-19, on prévoyait une effroyable hécatombe, laquelle n'a heureusement pas eu lieu. Ces habitants, que nous avons souvent tendance à considérer comme des primitifs, voire des êtres inférieurs, serait en droit de nous lancer, non sans ironie et en guise de boutade, bien entendu, que nous figurons peut-être parmi les seuls pays où les personnes qui se rendent dans une banque se doivent d'être masquées. En parlant de masques, ne pensez-vous pas qu'après la crise, et en fait le plus tôt possible, certains masques devront tomber, en même temps que certaines têtes? Et puisque l'on n'en est plus à la période de la guillotine et que la peine de mort a été commuée en peine de réclusion à perpétuité, ne pourrions-nous pas faire preuve de la même bienveillance que celle à laquelle nous avons eu droit de la part de certains de nos dirigeants pour leur accorder des sanctions plus douces, par exemple des peines de travaux d'utilité publique? J'en imagine certains occupés de ramasser nos poubelles, de balayer nos rues et de devoir aller faire pipi et caca dans les buissons. Tant que l'on en est dans le domaine des absurdités, j'aimerais vous citer une petite anecdote vécue, à plusieurs reprises d'ailleurs, et au cours desquelles j'ai pu faire la démonstration éclatante, indiscutable, de la stupidité et de l'inutilité de l'usage du caddie obligatoire dans les magasins. C'est un point qui nécessite plusieurs précisions préalables. D'abord, ce point que je vous expose m'a été confirmé à chaque fois par tous les membres du personnel eux-mêmes, parce que ceux-ci, y travaillant 8 heures par jour, se rendent compte, mieux que quiconque, que le respect de la distanciation sociale est parfaitement irréalisable avec ou sans caddie. Secondo, on pourrait respecter cette distanciation sans caddie, et il est aussi parfaitement possible de ne la respecter aucunement avec caddie. Cette disposition est donc complètement surréaliste et inappropriée. Pour être un peu plus pointu, je dirais que le terme lui-même de distanciation sociale est assez malheureux, car il fait penser à la différence de classe sociale. On ferait donc peut-être mieux de le remplacer par distance de sécurité, par exemple. Encore que. Et à propos de cette distanciation sociale, j'ai entendu parler, je dis bien j'ai entendu parler, d'un point qui mériterait à tout le moins d'être médité. Voici de quoi il s'agit. Je vous ai déjà parlé de conditionnement de la population, de la discipline qui nous était imposée, et donc de ce fameux mètre 50 devant absolument d'être maintenu entre les individus. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit par excellence d'un geste barrière destiné à nous protéger les uns des autres contre la contamination. Je ne vais pas me permettre de contester ce point, en dépit du fait qu'il semble bien que le terrible virus devienne bien nébuleux, vaporeux, faiblard, mourant, agonisant, mais je vais laisser la place au principe de précaution. Il semblerait, pourtant, que cette distanciation suive un autre but en même temps que le souci essentiellement sanitaire, ce serait celui du tracing. Entendez par là que puisque nous serions tracés, géolocalisés, identifiés, transparents pour les autorités, et ce en dépit de toutes les dispositions relatives à la vie privée et encore une fois à nos libertés, eh bien, nos présences se traduiraient par des échos apparaissant sur des écrans de contrôle. Sauf que si un individu A devait se trouver trop près d'un individu B,
eh bien, ça se traduirait par une espèce de brouillage des informations reçues, et ça ne plairait pas trop à nos autorités, ne disposant pas encore, pour l'instant du moins, de la précision matérielle optimale. Bon, cela dit, je rappelle que ceci n'a strictement rien d'une affirmation, c'est peut-être complètement faux, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, ou moins pour l'instant. Je vous propose ceci donc qu'à titre de matière à réflexion, et donc je vous invite simplement à y réfléchir. Ah, j'allais oublier, par modestie, complètement d'ailleurs, complètement oublié de signaler un autre point qui m'a fait plaisir, c'est que je me suis vu ajouté à la liste des lanceurs d'alerte méritoires qui, d'après Alexis Cosset-Trudel de Radio-Québec, étaient dignes de recevoir la coupe dont vous trouverez l'image à la fin de cette vidéo. Bon, alors, soyons clairs, il s'agit d'une coupe tout à fait symbolique, une distinction honorifique délivrée de plus par procuration. Mais ça me fait quand même plaisir, même si chez nous on dirait volontiers dans notre parler courant qu'il s'agit d'une coupe au chocolat, parce que c'est quand même une gratification pour tant et tant d'heures passées à réaliser des recherches, à réunir des documents, à procéder au croisement des informations, à faire des investigations, afin de rechercher et de livrer la vérité, et ceci tout à fait bénévolement. Bref, un travail que beaucoup de journalistes professionnels ne font pas, ou mieux, sont payés pour ne pas le faire. Mais je vais le dire clairement aussi, des gens tels que Alexis Cosset-Trudel, Sylvain Trotta, Jean-Jacques Crèvecoeur, Jean-Dominique Michel ou le docteur Charbonnier, pour ne citer que ceux-là, et il y en a bien d'autres, dont je vous invite une fois encore à visionner les nombreuses vidéos. Toutes ces personnes ont, me semble-t-il, beaucoup plus de mérite que moi. Moi, je ne suis qu'un petit lanceur d'alerte, encore n'est-ce même qu'occasionnel, puisque j'exerce d'habitude dans d'autres fonctions, mais j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice, en espérant que cela contribuera, je l'espère, à sauver des vies humaines ou à sauvegarder des libertés qui sont clairement en péril, en ouvrant donc de meilleurs horizons, ce qui sera toujours mieux que de refermer des cercueils. Cela dit, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et comptez sur moi pour ne pas lâcher le morceau. À bientôt, salut.